Est-ce que vous pratiquez au CHUL, à Sherbrooke? Ah, OK. OK. Alors, bonsoir à tous. Nous allons poursuivre nos travaux. Nous allons poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 106, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Ce soir, nous entendons les témoins suivants. Professeur Mylène Breton, les médecins québécois pour le régime public et l'Association des jeunes médecins du Québec. Sur ce fait, je vais saluer Mme Mylène Breton, professeure titulaire du département des sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke, et le docteur Élise Bélanger, médecin de famille de la clinique Indigo, qui l'accompagne. Alors, sur ce, vous avez 10 minutes pour votre présentation et par la suite, nous procéderons aux échanges. À vous la parole. Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission. Excusez. Dr Marie-Dominique Beaulieu, professeure émérite de l'Université de Montréal, et Mme Catherine Lamoureux-Lamarche sont co-signataires de notre témoignage. Aujourd'hui, nous ne venons pas à titre de membres du comité d'experts mandaté par le ministre. Aujourd'hui, on souhaite plus partager avec vous une critique informée du projet de loi 106 à partir de notre double expertise, d'une part sur les savoirs scientifiques et d'autre part sur les savoirs expérientiels des cliniciens. Depuis près de 2 ans, nous travaillons ensemble sur différentes initiatives pour recommander des façons concrètes d'améliorer les services au Québec. D'entrée de jeu, le projet de loi 106 propose une finalité ambitieuse et courageuse que nous reconnaissons et partageons, celle de garantir un accès universel et équitable à des soins de première ligne. Toutefois, nous avons des préoccupations importantes quant aux moyens choisis pour l'atteindre. Nous souhaitons aujourd'hui soumettre 4 éléments du projet de loi qui nous semblent problématiques. Nous vous parlerons d'abord que c'est un projet qui fait porter toute la responsabilité populationnelle uniquement sur les médecins, qui propose un mécanisme d'inscription sans engagement clair de l'État, qui prévoit de lier des modèles de prise en charge basés sur une catégorisation de la vulnérabilité par l'État et enfin, qui mise sur des stratégies coercitives susceptibles de cristalliser les pratiques au lieu de mobiliser les milieux. Premièrement, la responsabilité populationnelle ne peut être que partagée. Aucun groupe professionnel ne peut assumer seul la responsabilité de l'accès aux services de première ligne. Cette approche n'est pas viable. Le projet de loi 106, dans sa mouture actuelle, concentre la responsabilité populationnelle collective sur les médecins de famille. Il rend les DTMF responsables de répartir cette responsabilité alors que l'accès des services de première ligne ne dépend pas que de leur ressort. Or, faire porter l'entière responsabilité de l'affiliation et de la prise en charge d'une population à une seule profession sans lui donner des moyens structurels et du soutien organisationnel est une approche réductrice et dépassée. Cette responsabilité doit être partagée entre les équipes cliniques, les instances gouvernementales et l'État. La première ligne doit reposer sur des équipes interprofessionnelles. Ce sont des équipes qui assurent la prise en charge, la coordination et la continuité des soins. Ces équipes doivent être appuyées par des structures de gouvernance locales qui sont en mesure d'agir sur des conditions de succès de la première ligne. Budget pour l'organisation des services, fluidité des parcours, réduction du fardeau administratif, dotation adéquate du personnel en quantité suffisante, stabilité organisationnelle, accès à des services spécialisés. Attribuer la responsabilité à des médecins qui n'ont ni contrôle sur les ressources humaines, ni sur l'organisation des services, c'est de créer une responsabilité sans levier et, ultimement, sans résultat. Bref, il faut que la responsabilité soit clairement partagée, encadrée et soutenue. Deuxièmement, l'inscription, telle qu'elle est proposée dans le projet de loi, n'engage pas explicitement l'État dans son succès, alors qu'il devrait être un acteur central. C'est important de comprendre que l'inscription est un outil de politique publique qui engage 3 parties: l'État, les milieux cliniques et les patients. L'inscription agit à la fois comme un levier de coordination clinique, de répartition des ressources et d'imputabilité populationnelle. Le projet de loi 106 introduit un mécanisme d'inscription à un milieu de soins, mais il le fait en se concentrant uniquement sur la modification de la rémunération des médecins, qui n'est qu'un des leviers. Cette approche est problématique et elle fait abstraction des autres conditions essentielles à la réussite d'un tel mécanisme qui doit s'accompagner d'un ensemble cohérent de mesures. Par exemple,
des mécanismes de gouvernance adaptés dans des milieux, une capacité réelle d'accueil des organisations dans ces mêmes milieux, des processus de contractualisation clairs et un alignement entre le financement, la reddition de comptes et la réalité clinique. Or, aucun de ces moyens n'est abordé dans le projet de loi. L'État, en tant que payeur et garant de l'organisation des soins, doit être pleinement engagé dans la mise en œuvre de ce type de réforme. Il ne peut déléguer la responsabilité d'affilier les citoyens à un milieu de soins à une seule catégorie de professionnels sans s'engager à fournir les ressources adéquates au milieu clinique et de se doter d'une infrastructure nécessaire pour assurer son succès. Par exemple, la dotation des postes de professionnels dans les GMF est la responsabilité de l'État. Un autre enjeu fondamental concerne le type d'inscription retenu. Dans la loi actuelle, le principal professionnel responsable est clairement explicite pour les personnes qui ont actuellement un médecin de famille. Il n'est pas clair qui sera responsable pour les patients inscrits collectivement ou nouvellement inscrits à un milieu de soins. En l'absence d'un professionnel clairement identifié, l'inscription à un milieu de soins peut conduire à des effets pervers. Redistribution arbitraire des listes en fonction d'une capacité administrative, diminution de la qualité des suivis ou encore incitation à prioriser des patients moins complexes au détriment de ceux qui nécessitent davantage d'attention. La littérature scientifique confirme que l'inscription formelle à un médecin de famille ou un IPS est un meilleur gage de qualité et de service en général. Il faut éviter de recréer les dérives observées avec les modèles d'inscription collective où l'inscription n'implique ni relation thérapeutique ni continuité réelle. Troisièmement, il y a un réel danger avec le projet de loi que l'État s'approprie des modalités de prise en charge de la population et impose des classifications de vulnérabilité qui ne tiennent pas en compte les réalités cliniques. Le gouvernement propose actuellement notamment d'utiliser la méthodologie de regroupement de la population développée par l'Institut canadien d'information sur la santé. Cette méthodologie a son utilité. Elle sert principalement à la planification des services, à l'analyse des besoins à l'échelle populationnelle et à la gestion des ressources. Elle permet, oui, de regrouper des personnes ayant des profils de santé similaires, mais elle n'a pas été conçue pour guider des décisions cliniques, ni pour évaluer la complexité des situations humaines des individus. Utiliser ce type de système pour déterminer la rémunération des médecins présente plusieurs limites. Non seulement il ne capte pas les nuances des trajectoires cliniques, mais il pourrait aussi générer des effets pervers en orientant le comportement des cliniciens. Ce sont des risques qui sont bien documentés lorsque les incitatifs sont mal alignés. Il faut comprendre que la vulnérabilité, en première ligne, telle qu'on la définit, c'est un phénomène qui est multidimensionnel, qui est évolutif, puis qui est profondément ancré dans les conditions de vie des personnes. C'est dynamique. On croit fermement que l'évaluation de ce phénomène, tout comme l'organisation et la prise en charge de ce phénomène dans les milieux cliniques, doit se faire dans les milieux cliniques, en partenariat avec les patients, fondé sur la confiance, la continuité, puis la connaissance des situations personnelles. Ce principe fondamental est mis en danger actuellement avec les pouvoirs octroyés par ce projet de loi. La prise en charge des personnes vulnérables ne peut pas être imposée par un algorithme ou un barème administratif, des données clinico-administratives. Les outils dont dispose le gouvernement à l'heure actuelle sont trop imparfaits et ne sont pas conçus pour guider une prise en charge qui est juste et appropriée pour les patients. Finalement, le quatrième point dont on souhaite vous parler, c'est l'utilisation des stratégies coercitives qui sont fondées sur des mesures de performance imposées, puis qui risquent de venir cristalliser des pratiques qui sont désuètes plutôt que de susciter un véritable engagement des milieux. Le projet de loi 106 s'inscrit dans une logique de réforme qui repose en grande partie actuellement sur des mécanismes coercitifs, en venant lier la responsabilité populationnelle à une seule catégorie de professionnels, en envisageant des mécanismes de performance qui peuvent être associés à la rémunération, et vient alimenter la résistance plutôt que de venir soutenir l'adhésion. C'est particulièrement problématique actuellement en contexte de pénurie de ressources où on souhaite finalement garder tout le monde qu'on a. Nous ne sommes pas ici pour discuter en profondeur des modalités de rémunération. D'autres experts le feront mieux que nous. Mais on reconnaît que la révision des modalités de rémunération des médecins, elle est vraiment légitime, elle est souhaitable, pour soutenir la transformation des pratiques interprofessionnelles, ça c'est clair. Puis ça doit se faire dans le cadre d'un modèle mixte qui inclut, oui, la capitation, oui, les incitatifs appropriés, mais sans que la performance ne devienne une condition punitive de la rémunération. D'ailleurs, les résultats des politiques de rémunération à la performance, le fameux Pay for Performance, comme celles qui ont été mises en place au Royaume-Uni, sont en fait plutôt mitigés, sont jamais à la hauteur de 25 % puis sont plutôt mitigés. Les effets sur la qualité des soins sont incertains. Et puis, les effets pervers ont été documentés, comme l'alignement des pratiques sur des indicateurs qui sont finalement inadéquats, qu'on veut changer par la suite, ou la négligence même de certaines dimensions plus qualitatives des soins qui sont très importantes pour les patients. Ce qu'on propose, à la lumière des données probantes, c'est plutôt de concentrer nos efforts sur la création d'une infrastructure de données fiables, facilement utilisable pour la première ligne,
qui permet de comparer les performances entre les équipes, au lieu et de venir soutenir les équipes interprofessionnelles dans une réelle démarche d'amélioration continue de la qualité. Au lieu d'aligner les travailleurs vers des cibles qui vont cristalliser des comportements, qu'on va vouloir ensuite changer la cible parce que finalement on s'est rendu compte que la cible n'était pas bonne, la science montre qu'on est plus gagnant à long terme si on vient cultiver autrement la performance en soutenant l'amélioration. Brièvement, on voulait vous parler de l'expérience de l'Ontario parce qu'elle est quand même inspirante, là. Depuis plus d'1 an, la province déploie actuellement un plan d'action pour les soins primaires qui vise à inscrire chaque Ontarien auprès d'un médecin de famille ou d'une IPS d'ici à 2029. Ce plan prévoit des investissements très importants, le plus d'1 milliard, pour venir créer 305 nouvelles équipes interprofessionnelles puis affilier les 2 millions de personnes qui ne le sont pas. Puis ils viennent aussi de déposer une loi, donc pour fixer dans leur cadre légal une vision publique claire, donc une loi déclarative sur les soins primaires. En conclusion, le projet de loi 106 propose, oui, une finalité ambitieuse à laquelle vraiment là, on adhère, là, celle d'avoir une source régulière de soins pour tous les citoyens. Toutefois, dans sa forme et dans son fond, le projet de loi sous-estime la complexité de la première ligne et met en péril la transformation qui s'était déjà amorcée dans plusieurs régions puis plusieurs milieux cliniques. En voulant imposer rapidement des mécanismes qui sont rigides, sans tenir compte de l'ensemble des leviers nécessaires, pour nous, le projet risque de ne pas obtenir les effets escomptés pour la population, puis c'est le plus grand danger. Les constats qui sont issus du terrain sont clairs, sont vraiment bien soutenus par la science. Pour une transformation qui est durable, vraiment obtenir une première ligne forte qui va aller nous donner un système de santé performant, on vous a parlé aujourd'hui d'une gouvernance territoriale pour permettre une réelle responsabilité partagée, d'une inscription qui est soutenue par l'État à l'aide de ressources humaines et d'infrastructures, d'une évaluation clinique de la vulnérabilité, d'incitatifs qui sont alignés sur l'amélioration continue des pratiques, puis soutenus par une infrastructure de données qui est fiable. Il faut se donner le temps de continuer à mettre les conditions de succès en place. Nous aussi, on est pressés, mais on est surtout pressés de bien faire les choses pour la suite pour les Québécois. Donc, on appelle ici les membres de cette commission à revoir vraiment le fondement même de ce projet de loi au profit d'une approche qui, pour nous, est d'une autre nature. Ce dont on a besoin, c'est d'une trajectoire qui est cohérente, qui est transparente, puis qui va permettre à chaque acteur, professionnel, gestionnaire, les organisations, les patients, de vraiment comprendre son rôle puis de s'y engager pleinement dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Très bien. Alors, Madame Breton, je ne sais pas si vous avez un doctorat? Oui. Donc, est-ce que je peux dire docteur? Au Québec, on dit les professeurs, mais dans le Canada anglais, on dit docteur quand c'est des PhD. Alors, j'allais dire, mesdames... Je suis un docteur qui ne soigne pas. Peut-être au nom. Docteur Boulanger, merci à vous deux. Je veux juste que les gens... Je sais que c'est un petit peu délicat parce que vous venez, à moins que je me trompe, là, vous venez dans votre rôle plus personnel que dans le rôle que vous étiez... au niveau du mandat qui avait été donné par le ministère. Peut-être juste en 30 secondes l'expliquer, puis après ça sera clair pour tout le monde. En fait, c'est l'invitation qu'on a reçue. J'ai été invitée à titre de professeur et pas les membres du comité d'experts. Mais comme il y a une longue histoire de collaboration, je me suis joint des experts autour de moi. Mais je suis très content. On travaillait ensemble avant, ce comité d'experts, sur des choses par rapport à la première ligne. Je reconnais les deux expertises, Dr Boulanger du terrain, vous avez votre propre GMF, puis tout ça, puis Madame Breton, mais je voulais juste le mentionner, parce que, on s'est fait dire qu'on n'était pas d'accord avec le rapport d'experts, puis au contraire. Je voulais juste le mentionner, parce qu'on aura à en reparler dans les prochaines semaines. Lorsqu'on a engagé le groupe d'experts, puis je finis là-dessus, c'était pour nous aider à définir une politique de première ligne. Puis on n'a pas changé d'idée, puis l'essentiel des recommandations que vous faites dans ce rapport-là, on est d'accord. Bon. L'enjeu, puis vous l'avez bien dit, c'est un enjeu d'exécution et d'échéancier, je vais le dire comme ça, pour arriver à ces fins-là. Fait que je mets ça de côté, puis comme on dit, on s'entend que sur certaines choses, on ne s'entend pas, mais je dirais sur l'essentiel, d'avoir besoin d'avoir une première ligne forte avec les 6 recommandations qui sont dans le rapport. Je vous dirais qu'essentiellement, on est là. Bon, je voulais juste mentionner ça. Moi, je voudrais profiter de vos expertises à vous deux pour vous poser des questions ce soir. Bon. Je vais commencer par vous, Mme Breton, parce qu'une des raisons que vous avez été engagée, je pense, entre autres, c'était votre expertise par rapport à comment est performante une GMF. Puis je dis ça,
pas parce qu'elles ne le sont pas, mais comment on peut améliorer les GMF. Hein? On vous a vu dans d'autres commissions. Et j'aimerais ça que vous me parliez des cibles. Oui. Puis, si c'est possible, Monsieur le Président, on pourra déposer des rapports que Mme Breton a déjà fait. Ça a l'air de quoi des cibles d'une GMF performante? Puis la raison pour laquelle je vous demande d'en parler, c'est qu'il y a un débat en ce moment de dire est-ce qu'on est d'accord ou pas avec une rémunération qui est basée sur des cibles. Je ne parle pas de GMF, là. Et je voudrais que les gens comprennent de quel genre de cible, selon vous, quand on parle d'une GMF qui est là, de quel genre de cible vous parlez. Puis je demanderais si vous êtes d'accord à déposer les documents que vous avez sur votre site Web, etc. Mais je veux vous entendre là-dessus parce que c'est important que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire les cibles quand on parle. C'est parce que ce pas des cibles comptables, c'est de quoi qu'on parle. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux éléments. Il faut voir à quel niveau qu'on utilise des indicateurs d'eau cible de performance. Puis il faut en mettre, là, on est tous d'accord, notre rapport d'expert en fait mention, puis dans le reste du monde, là, on utilise, basé sur le quintuple objectif, ce qu'on recommande aussi, c'est pas seulement sur des indicateurs administratifs. Quand vous dites le quintuple objectif, mais pouvez-vous le dire, c'est quoi votre quintuple? Moi, je le quintuple objectif, en fait, c'est utilisé à travers le monde. On dit, ça évolue au début, on dit les systèmes de santé performants doivent améliorer non seulement l'état de santé de la population, les indicateurs de mortalité qui est la base, mais aussi l'expérience des patients qui sont au cœur des systèmes, le côté efficience. Après, on a ajouté récemment l'expérience des professionnels, qu'on sait que c'est au cœur d'un système de santé, alors aussi pour toucher pas juste le plaisir au travail, mais les enjeux de burn-out ou des professionnels. Et le nouvel objectif qu'on vient d'ajouter, qui est le 5e, c'est l'équité qui est au centre d'un service de santé. Alors, c'est vraiment le quintuple objectif, c'est ce qu'on dit dans la littérature, c'est l'atteinte visée par les systèmes de santé performants. Puis on devrait, quand on fait des indicateurs de performance, avoir des indicateurs dans chacun de ces cadrans-là. Alors, puis dans notre rapport, si vous voulez, on a regardé les 5 cadrans, puis on fait des propositions qui est dans la littérature pour aller chercher de l'information. Un exemple, le Commonwealth Fund, ils font des sondages de satisfaction d'expérience en soins primaires à travers le monde. Au Québec, on paye pour cette enquête-là, puis on suréchantillonne pour avoir plus de Québécois qui participent pour être capables de contraster l'expérience entre les régions. On dispose de cette mine actuellement. C'est le commissaire à la santé et au bien-être qui dispose de cette banque de données et je vous recommande fortement d'aller utiliser ces résultats-là, qui est un des indicateurs au niveau des systèmes et même au niveau de chaque région qu'on peut dire, OK, est-ce que l'expérience des patients, est-ce que c'est facile d'avoir accès en temps opportun? Est-ce qu'on est... Fait que ces éléments là qui est important, c'est une source d'information extrêmement importante et valide et qu'on dispose actuellement au Québec. Alors, quand on dit de se doter d'un système un peu un monitorage, c'est de s'assurer qu'on a dans chacun des cadrans des indicateurs qui sont à niveau de système. Si on veut voir, est-ce qu'on s'améliore les soins primaires, c'est de suivre ces indicateurs-là dans le temps. Ça, c'est au niveau système de santé. Oui. Votre question touche les GMF. Oui. C'est quoi les systèmes qu'on peut se donner? Bon, là, c'est nouveau, les indicateurs, historiquement, c'est une boîte noire on utilisait les données de facturation de la RAMQ 2 ans plus tard pour un peu donner un portrait de performance. Le dossier médical électronique, c'est une source d'information extrêmement riche qu'on n'utilise pas encore beaucoup. Ça fait à peu près 10-12 ans que ça existe. Moi, quand j'ai fait mon doctorat, on demandait aux cliniques médicales, avez-vous un dossier médical électronique? Puis s'ils disaient oui, il y avait tous les points de qualité. Alors, c'est une source qu'on n'a pas explorée encore beaucoup, puis ça permet en temps réel. Et là, j'en viens à les travaux que je mène actuellement, qui est d'accompagner les GMF dans l'accès adapté. Et on a développé plusieurs indicateurs qui sont une des sources d'information, c'est les dossiers médicaux électroniques. Essentiellement, c'est l'agenda. Je tiens à préciser qu'on a développé ça, moi et ma collègue Isabelle Gaboury, dans une philosophie, un esprit de soutenir la pratique réflexive des cliniciens. Les cliniciens, ils veulent s'améliorer, ils veulent des données. Pour s'améliorer, il faut avoir parfois des données. Puis là, on se rejoint. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça soit utilisé. Il y a toujours du gaming. Si on attire puis on lie à la rémunération, je pense que c'est une erreur, mais il faut donner les cliniciens. Quels sont ces indicateurs, par exemple? Nous, on regarde, on a 8 indicateurs. Est-ce que je continue sur le contenu des indicateurs? Juste pour terminer, parce que moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que vous êtes une experte notamment en GMF. Puis nous, quand on a commencé à parler des cibles, c'était pour quelque chose de bien précis, c'était pour les médecins, pour la rémunération. Ma question, elle est simple. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs des indicateurs dont vous parlez qui pourraient servir aux deux? Est-ce qu'il y en a qui sont communs? Ou quand vous parlez uniquement pour les GMF?
Moi, les indicateurs que j'ai développés, c'est dans les milieux GMF, puis OK. c'est à la fois un portrait personnalisé pour chaque médecin qui lève la main, qui veut leurs indicateurs, puis qui sont capables de se suivre dans le temps. Puis dans le temps, en temps réel, chaque semaine, je peux valider c'est quoi mon 3e rendez-vous disponible, ma proportion des Oui, rendez-vous ça, à 48 heures, la collaboration interprofessionnelle, le no-show. Alors, on est capable, mais c'est vraiment, je tiens à souligner que c'est développé à des fins de pratique réflexive. Et c'est pas le ministère, c'est pas la FMOQ qui a les résultats. Puis je pense que dans cette ouverture vers la culture d'amélioration, de la culture de données, faut expérimenter, puis faut que les médecins et les organisations apprennent à s'approprier ces données-là. OK, je comprends votre point. Il me reste... OK. J'avais 2... On pourrait en parler pendant des heures, mais je veux juste revenir sur vos 2 expertises. J'ai parlé, puis s'il me reste du temps, je vais passer au Dr Boulanger, si vous permettez. Dr Boulanger, une des raisons pour lesquelles on vous a engagé dans le mandat, mais que je pense que vous êtes à l'aise de parler ce soir, parce que je veux vous entendre sur, en tant que médecin, ce que vous entendez par la responsabilité, vous l'avez dit tantôt dans votre énoncé, la responsabilité. Dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir un médecin. Tout le monde devrait référer à un médecin et avoir une GMF pour avoir une... Parce qu'on parle beaucoup de continuité de soins. Ma question, c'est... Je ne pense pas que vous êtes contre la responsabilité populationnelle, mais je veux vous entendre sur les 2, parce qu'on est un peu pris dans un dilemme. Là, je l'ai expliqué en d'autres. Je vais faire mon introduction très vite. Il manque de médecins, selon certains, de la façon dont on travaille en ce moment. Je n'entrerai pas dans ce débat-là. Mais pour être capable de pallier peut-être au manque qu'on a en ce moment, comment on fait pour se servir de la responsabilité populationnelle qui a été faite des fois de le prendre en groupe plutôt qu'un médecin, sans enlever la responsabilité du médecin que vous préférez? Est-ce que je suis clair dans ma question? Je vais essayer d'y répondre. OK. En Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est important de le comprendre. Il y a beaucoup dans de le contexte. concepts Et voilà. pas simples. S'il vous plaît. Donc, bien, premièrement, la responsabilité populationnelle, telle qu'on la définit, il y a une définition bien précise de ça, OK? C'est une responsabilité qui est collective de tous les acteurs du système d'avoir... Donc ça, c'était défini, là. Tu sais, je l'avais même noté ici, en fait, parce que je me doutais qu'on allait en parler. De tous les acteurs du système de santé et des services sociaux envers la santé de toute la population. Ça implique une collaboration entre des organisations publiques, des organisations communautaires, des organisations privées, de maintenir, d'améliorer la santé et le bien-être de la population en agissant aussi sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, c'est beaucoup plus large que ce qu'on parle des services médicaux ici. On parle aussi de ce qui touche parfois aux villes, de ce qui touche à d'autres secteurs que la santé. Donc, il faut vraiment, tu sais, quand on parle de responsabilité populationnelle, c'est ça. Ensuite, quand on veut, puis c'est un peu l'enjeu là, pour lequel ici, avec le projet de loi, quand on vient mettre ça sur un type de professionnel, bien, ça ne fonctionne pas. Là, on parle aussi de la responsabilité collective en groupe, là, puis la prise Ce qui est une autre définition en charge de groupe, ça, qui est une autre, exactement, définition à part. Premièrement, si on termine sur la responsabilité populationnelle, c'est que c'est certain qu'il y a toutes sortes de responsabilités que les différentes personnes et groupes ont là-dedans. Donc, en soi, c'est enchâssé aussi dans la loi pour l'État. Alors, c'est l'État qui a cette responsabilité-là. Puis là, bien, par le fait même, c'est Santé Québec, c'est le réseau. Et donc, il doit venir fédérer. Et puis, tu sais, Mylène, tu as fait ta thèse là-dessus, donc tu pourrais en parler plus que moi. Donc, de venir fédérer tous les acteurs là, dont on parle dans notre définition. Fait que c'est de même que ça doit se faire pour donner le service à la population. Peut-être ma question... votre question est différente, c'est ça? Oui, bien, c'est ça. Moi, je suis plus dans la responsabilité collective. C'est ça. Parce qu'un des enjeux, puis c'est pour ça qu'on a fait le GAP comme méthode intérimaire, c'est qu'on disait, bien, si la façon dont on travaille en ce moment, il manque des médecins, puis je le dis comme ça, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Puis on a trouvé que le collectif était mieux que pas du tout. Je vais le dire comme ça. Ouais. Comment on peut continuer à améliorer ça, étendre, comme vous avez dit dans votre rapport à un moment donné, on va avoir les ressources nécessaires. On fait quoi en attendant pour
combler le besoin? C'est sûr que c'est la grande question. C'est sûr que, je veux dire, quand on est arrivé avec le comité d'experts, l'objectif, si on peut parler de ça là, un petit peu, là, le rapport, notre objectif ici, c'était de venir informer une politique pour la première ligne. Donc, c'était la vision pour le futur, puis c'est quelles sont les grandes orientations, vers où on devrait s'en aller, c'est quoi notre vrai nord, OK? Donc, on ne nous a pas demandé de faire un plan d'action. Ça fait évidemment, s'il y a des choses qui sortent, ça vient de nous. C'est ça, exactement. Donc, c'est une politique pour faire avancer, pour donner les grandes lignes à tout le monde. C'est un peu comme faire un plan stratégique pour une organisation. Voici où on s'en va, puis ensuite, on fait un plan d'action, puis ensuite, on le met en action. Donc, c'est là qu'on en est, OK? Donc, entre les deux, c'est certain qu'il faut avoir une espèce de plan de transition pour être capable d'améliorer les soins qu'on a à la population, OK? Fait que là, les moyens exacts pour faire ça sont pas clairs. Mais une chose qu'on sait, c'est que la première ligne, pour vraiment qu'elle fonctionne, OK, pour vraiment qu'on arrive à avoir les résultats que ces systèmes performants-là nous donnent dans le monde, il y a des affaires, il y a une magie, OK, qui doit se passer, puis il y a certaines caractéristiques qui doivent aller ensemble. Puis si on focus juste sur l'accès, donc de prendre toutes les ressources qu'on a actuellement puis de les étaler sur tout le monde pour être capable, pour se dire, bien dans le fond, là, je n'ai 85 % d'inscrits, j'en ai 15 % qui ne l'ont pas, je vais tout étaler, puis je vais faire... On va perdre cette qualité-là de la première ligne qui nous donne finalement des effets dans le restant de notre système. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient plus à l'urgence, par exemple. Ça se peut que... Donc, parce qu'ils n'auront pas les soins qui vont être requis dans la première ligne. Donc, et le problème qu'on voit avec amener un projet de loi comme ça qui va imposer ces affaires-là, c'est qu'on perd des gens avec ça. Puis on perd des gens à un moment où c'est le pire moment, finalement, parce qu'on veut bâtir notre capacité, on veut leur dire vers où on s'en va. Moi, vous le faites dans un sens constructif, là. On fait... Je reviens toujours à la même question, mais on fait quoi pour les 1,5 million de Québécois qui... On continue. On continue à mettre les bases. On continue à leur dire vers où on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? On continue à leur dire qu'on va augmenter les équipes interprofessionnelles, qu'on va travailler en équipe, qu'on va augmenter. Mais on le fait déjà. On le fait déjà. Les gens ont des endroits où ils peuvent aller. Donc, il faut juste continuer à améliorer la qualité puis donner une direction. Donc, si on fait toujours rebrasser les cartes puis on finit jamais le travail, ce qui est arrivé un petit peu dans le fond avec l'inscription, c'est qu'on s'est dit, OK, on va faire une inscription à tout le monde d'un médecin de famille. Mais on n'a pas regardé si on avait assez de médecins de famille pour inscrire toute la capacité des gens. Au Québec, on a une proportion non significative qui travaille dans les établissements, dans les hôpitaux, dans les urgences. Puis ça, bien, c'est important parce qu'on en a eu besoin à un moment donné, puis tout ça. Puis, bon, mais c'est une particularité, OK? Fait que quand on compare un nombre de médecins de famille ailleurs avec d'autres provinces, on a l'impression qu'on en a autant puis qu'on a moins de services, mais c'est parce qu'ils travaillent ailleurs aussi, puis c'est important. Fait que cet enjeu-là, en fait, la il faut question continuer à augmenter l'inscription puis avoir assez de gens. Moi, ce que je veux, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous l'a demandé, c'est quoi la vision, puis comment on peut y arriver. J'ai un dernier point. Je veux juste savoir si cette transition-là peut se faire par une responsabilité ou une prise en charge collective pendant qu'on n'a pas toutes les ressources nécessaires, selon vous. Je veux juste savoir, est-ce que c'est au moins un moyen intérimaire? Donc, je pense que pour certaines régions, pour certains milieux, oui, ça serait possible, OK? Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui... Il y a des endroits qui sont allés, OK, et qui ont été... Mais on a laissé... On n'est pas allé d'une manière coercitive. On a dit aux gens, voici vers où on s'en va. Voici notre direction. Voici ce que le gouvernement aussi va faire de son côté. Quelles ressources on va rajouter? On comprend la situation. Puis donner le pouvoir aux gens du terrain, d'être capable de mettre en place ces modèles-là, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Oui. Actuellement, on a fait une inscription collective, mais il faut que le patient rappelle le gap pour avoir un rendez-vous à cette clinique-là. Fait que permettez le patient, s'ils sont inscrits collectivement à la clinique, que le patient appelle direct la clinique et la clinique s'organise pour avoir cette responsabilité-là. C'est une inscription fantôme. Alors, si c'est une inscription citoyenne à ce groupe-là, laissez la clinique et le patient se coordonner, mais il ne faut pas oublier d'avoir un professionnel responsable au dossier parce que, comme on a dit, la magie de la continuité puis tous les effets sur l'hospitalisation... Alors, si c'est pas un médecin, ça peut être un professionnel responsable dans la GMF. Il ne faut pas que ça tombe entre les cracks. La majorité des données nous disent que c'est un médecin ou un IPS, parce que c'est le professionnel qui est le plus habilité dans la première ligne pour faire le plus de choses, les choses les plus... qui vont nous éviter des hospitalisations. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est toujours ce professionnel-là qui voit. Il peut être identifié davantage ou voir davantage des infirmières et tout ça. Il travaille en équipe. C'est vraiment ça qui est important. Mais il y a quelqu'un d'identifié comme ça. C'est pas la collision de l'anonymat si jamais il arrive. Puis soudainement, il devient très, très vulnérable. Il y a une personne inscrite au dossier. Merci. On va continuer à discuter. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le député de Pontiac pour 12 minutes 23. Oh. Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Le ministre a dit tantôt
que c'est important pour lui que les gens comprennent que vous êtes des experts en la matière. Je pense que c'est fait. Je pense que c'est pas mal compris de tout le monde. Je veux qu'on aille un peu sur des risques du projet de loi tel qu'il est écrit en ce moment. Vous en avez cité plusieurs. Je vous en nomme deux que vous avez mentionné vous-même. La diminution de la qualité puis la priorisation des inscriptions de certains cas peut-être plus simples au détriment de patients plus vulnérables. J'aimerais ça vous entendre sur votre perspective de comment ça va arriver sur la diminution de la qualité, comment ça va arriver pourquoi ça arriverait le fait que des patients peut-être plus simples seraient priorisés sur des patients des cas plus difficiles. Bien, si je peux parler de l'enjeu par rapport à l'identification, les catégories de vulnérabilité. Actuellement, il y en a un système de catégorisation de la vulnérabilité, à peu près une vingtaine de catégorisations. C'est fait dans les bureaux des cliniciens. Elle n'est pas parfaite, c'est clair. Il y a des gens qui sont exclus, il y a toutes sortes de défis avec ça, mais ça reste quelque chose d'assez dynamique et évolutif qui se passe dans les bureaux, dans des relations de confiance avec les cliniciens. Le danger, c'est que si on y va avec, donc, ce qui est proposé avec les couleurs rouge, vert, jaune, c'est basé sur des données qui sont clinico-administratives de la RAMQ, qui ne vont pas regarder, par exemple, des éléments socio-démographiques des personnes. Okay? Donc, on ne voit pas c'est quoi l'état psychologique des gens, si les gens sont dans la pauvreté, s'ils ont d'autres défis. Ça ne va pas mentionner ça. C'est aussi très, très à retardement, finalement, comme système. Ça peut prendre jusqu'à 1 an avant de mettre à jour ces choses-là. Donc, on peut voir comment ça peut, pour des personnes qui ont des besoins similaires, mais qui peuvent se retrouver dans des catégories différentes et donc avoir une rémunération associée. Si on associe la rémunération de la capitation avec ça, bien, donc les gens pourraient se dire, bien, moi, je veux, tu sais, ce type-là ou ce type-là. Ça reste que les médecins, je veux dire, avec tout, puis je veux dire, on les connaît, je suis médecin moi-même, je veux dire, ils sont là-dedans pour faire les bonnes choses, mais ça reste des travailleurs, alors on n'est pas dupes non plus. Fait que c'est des choses qui sont prouvées là, dans la littérature, qu'il faut faire attention à ça. Donc, quand c'est fait plus près des milieux cliniques, bien, on s'assure aussi que, donc, c'est dans la discussion avec le patient, puis ces éléments-là sont pris en compte. Donc, on évite ces problèmes-là pour les patients. Okay. Mais un an, c'est particulièrement c'est frappant ce que vous dites. Là. Ça peut prendre 1 an jusqu'à ce que une évaluation puisse être changée si on le fait de façon clinico-administrative. Exact. Le patient, il peut partir de très, très, très en santé à soins palliatifs en beaucoup moins qu'1 an. Absolument, puis c'est sur le passé. Donc, on se base sur le passé versus, c'est ça, c'est pas des choses qui s'en viennent... Puis, vous identifiez quelque chose qui est vraiment un paradoxe, puis on le sait, plus qu'on inscrit de patients, on est peut-être moins disponible, c'est de trouver le sweet spot dans l'équilibre. Puis, d'ailleurs, le modèle d'accès adapté, quand on accompagne des médecins, c'est de voir comment on regarde vos caractéristiques de votre patientèle puis votre disponibilité pour être accessible pour vos patients inscrits parce qu'on priorise la continuité relationnelle. Alors, c'est là que tout l'enjeu. Si on impose davantage de patients à un milieu clinique puis ils n'ont pas plus de disponibilité, bien, c'est sûr que ça va juste sur la qualité, sur la disponibilité que j'ai déjà à mes patients. Il faut réfléchir comment on peut travailler, il y a où le point d'équilibre pour s'assurer que les médecins demeurent accessibles de manière continue puis d'offrir les services de manière préventive. Il faut investir. C'est seulement cette réflexion de composition d'équipe. Si on rehausse les équipes, comment on peut prendre plus de patients, mais il faut vraiment s'assurer de ce soutien avec plus d'investissement à ce niveau-là. Sinon, on retourne à perdre soit de la qualité puis à miser juste sur de l'accessibilité sans avoir du temps à offrir pour des soins avec nos patients inscrits. Mais dans le fond, vous avez commencé votre explication en parlant de l'accessibilité, c'est-à-dire on n'a pas atteint le sweet spot nécessaire, donc j'ai trop de patients pour ce que je suis capable de voir, c'est-à-dire il y a des gens que je ne verrai jamais et qui ne seront pas capables d'avoir d'accès, mais en même temps, il y a l'autre bout là, qui était mentionné par certaines des fédérations qui étaient ici cet après-midi, qui nous disaient essentiellement faites attention, il y a peut-être des médecins qui vont tourner les coins ronds pour voir les patients plus vite. Ça fait-tu partie de vos inquiétudes, ça aussi? Bien, c'est qu'il faut vraiment faire attention de ne pas voir les médecins comme des unités de production, de visite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis en fait, la qualité, on la produit quand on est dans cette relation-là. Ça prend du temps à bâtir. Donc, ça reste très humain là, comme travail. Donc, et puis, il y a certains moyens pour évaluer un peu la qualité, mais c'est pas facile là, d'aller chercher tout ce qu'on fait. Quand on parle de visite, là, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut sortir un petit peu de la volumétrie, puis même de la planification de la première ligne, puis de ce qu'on reçoit par rapport à des nombres de visites. Parce que souvent, en médecine de famille, on va régler 4, 5, 6 problèmes d'un même patient dans une visite. Puis des fois, parce qu'on le connaît, on peut le régler plus rapidement. Mais ça, c'est pas des choses qui sont calculées, tu sais. Puis même, donc, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de capacité à aller chercher dans le
travail d'équipe, justement, la collaboration. Comment on peut organiser dans les cliniques que les bébés en santé, maintenant, sont vus par peut-être un autre professionnel au départ qu'un médecin avec un nom inscrit au dossier, mais les malades chroniques stables, là, un jeune diabétique, les guidelines disent de le voir 4 fois par année, mais il n'y a peut-être pas de valeur ajoutée thérapeutique de le voir 4 fois par année. Fait que je pense que c'est de revoir aussi la manière de travailler pour offrir des services de qualité, mais en capitalisant sur toute l'expertise des autres professionnels, vraiment au sein de l'équipe. Mais ça marche si les professionnels sont là. Sont là et formés aussi. Je pense qu'il faut aussi insister qu'une infirmière qui a fait sa carrière pendant 20 ans à l'hôpital, puis elle arrive demain matin dans un GMF, est peut-être pas prête à prendre en charge des patients parce que la formation, il faut juste mettre... Il y a une formation à s'approprier en première ligne. Alors, il y a aussi ce niveau-là. Des fois, on a l'impression qu'on peut prendre d'autres professionnels. Il faut qu'ils soient formés aussi. Les médecins de famille sont formés en première ligne. Les autres professionnels, c'est pas tout à fait le cas pour... tous les professionnels. Mais d'où la responsabilité de l'État que vous mentionniez tantôt. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre tout ça puis mettre tout ça sur une catégorie de professionnels si l'État ne fait pas sa partie sur la dotation, sur la formation. Notamment la formation puis la dotation. Il n'est pas rare dans des GMF que les postes ne sont pas dotés. Bien, c'est sûr que s'il y a 2 postes vacants puis on était déjà en déficit, bien, ça joue sur la capacité de prise en charge. Puis même si on dit, bien, normalement, ces cas-là, ils auraient été directement vers un autre professionnel, bien, c'est pas tout à fait lieu. Puis il y a aussi beaucoup de capacités. Par exemple, il y a des physiothérapeutes dans des cliniques, mais ils ne sont pas orientés directement vers le physio aussi. Quand ils appellent pour un cas musculo-squelettique, c'est environ 30 % ils voient le médecin, puis après, ils sont réorientés avec la physio. On peut travailler à les orienter directement vers le physio, fait qu'on gagne de la capacité en travaillant mieux ensemble, puis en formant les secrétaires et l'équipe. Qui fait quoi au sein de l'équipe? Quelle situation clinique? OK. Vous êtes le premier groupe à nous en parler là, de ce qui se fait en Ontario. Donc, j'aimerais peut-être juste approfondir un petit peu, là, parce que je sais que le gouvernement aime ça se comparer beaucoup avec l'Ontario. Alors, prenons le temps de le faire. Là, ici, on a un modèle qui est, disons, un modèle qui mise en partie sur des pénalités liées à la performance et à la prise en charge collective ou à la responsabilité collective. Là, vous nous dites, bien, l'Ontario vient de créer un plan d'action sur les soins primaires qui, eux, misent davantage sur la création de nouveaux groupes de médecine bien dotés avec tous les effectifs nécessaires. Ils se sont donné le temps d'y arriver, 5 ans, si j'ai bien compris, 5 ans. Là, votre prémisse. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire qu'on devrait nous-mêmes faire? Bien, c'est ça. L'Ontario, donc, a défini, il y a environ un peu plus d'un an, ils ont nommé une personne à la tête de ce Primary Care Action Plan, qui est une médecin de famille qui s'appelle Jane Philpott, qui a déjà été ministre de la Santé fédérale. Et puis, pour piloter, finalement, elle, c'était une médecin aussi qui avait créé donc un centre de médecine de famille là-bas en Ontario. Donc, pour venir piloter donc ce projet-là avec comme objectif, un peu comme ici, dans le fond, là, de s'assurer d'affilier finalement chacun de leurs citoyens à... eux, ils ont vraiment ils sont allés d'emblée, selon les données probantes, ils sont allés dire médecin ou un IPS. Et puis, bien, ce qu'ils ont fait finalement, c'est ils ont regardé quels étaient les besoins dans leur territoire. Donc, ils sont allés voir code postaux par code postaux, quels sont les patients qui sont non inscrits, quelle est la capacité qui est manquante, quelle est l'infrastructure. C'est l'autre enjeu au Québec. C'est quelle est notre infrastructure de première ligne qu'on utilise actuellement. C'est les GMF, c'est les CLSC qui sont même vulnérables de par leur financement. Je sais qu'on dit collectivement qu'on met beaucoup d'argent dans les GMF, mais ça coûte cher de soutenir des infrastructures de première ligne. Malheureusement, c'est un peu ce qu'on se rend compte. Et que cette infrastructure est encore financée en partie même à travers la rémunération des médecins. Donc, dès qu'on vient jouer là-dessus, ça fait un petit peu château de cartes. Donc, c'est un peu fragilisé chez nous. Puis on l'a vu avec des groupes qui se consolident, des choses comme ça. En Ontario, il y a un système qui est un petit peu différent là-dessus aussi. Donc, ils sont vraiment en train d'investir massivement, même dans les infrastructures aussi. Donc, quand ils vont bâtir 300 équipes, c'est qu'ils vont aussi financer les espaces, les équipes interprofessionnelles. Puis là, ils leur donnent des critères. Voici comment on veut que tu fonctionnes. Donc, nous, l'État, on te donne des choses, mais en rétrospective aussi, tu vas prendre tant de population en charge, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'ils le font sur 5 ans. Et l'exemple de l'Ontario est intéressant parce qu'ils disent on a 2 millions de personnes orphelines, puis notre vision est claire. On veut inscrire tous les Ontariens d'ici 5 ans. Puis pour ce faire, on va investir dans les équipes interprofessionnelles. Alors, ça serait l'équivalent de créer des nouveaux GMF. Puis même ça, pour la planification du lieu des nouveaux GMF, ils vont aller voir est-ce qu'il y a des déserts médicaux, c'est où qui ont plus de besoins pour mettre après des appels d'offres, pour mettre les ressources, pour permettre à ces qui ont un peu besoins locaux pour la création de ces modèles interprofessionnels. Puis ils misent essentiellement sur eux, ils ont plusieurs modèles, mais ils misent sur les Community Health Team puis les Family Health Team qui est... de modèles complémentaires.
qui ont des structures aussi de gouvernance, sont quand même un petit peu plus poussées dans leur structure de gouvernance par rapport au GMF, qui restent des groupes de médecins de famille qui ont une entente, mais qui n'ont pas nécessairement une énorme gouvernance à l'intérieur de ces cliniques-là pour faire cette espèce de contractualisation-là avec le gouvernement. Donc, ils sont un petit peu plus avancés à ce niveau-là. Je pense qu'au Québec, on est quand même vraiment bon avec le programme GMF. Il y a quand même vraiment, là, quand on regarde ailleurs au Canada, donc il y a une belle infrastructure puis un modèle là, à continuer à bâtir. Si je regarde les deux approches, là, nonobstant les différences entre les deux provinces, là, les deux approches, c'est-à-dire celle que le gouvernement ontarien a choisie l'an dernier, puis celle que le ministre choisit de mettre de l'avant aujourd'hui, vous pensez que le modèle ontarien, même avec les caractéristiques un peu différentes, est plus porteur, il y a plus de chances de succès? Bien, c'est des conditions différentes. Ici, on est dans un contexte actuellement d'optimisation de ressources où, on n'a pas entendu qu'il y aurait de l'investissement de nouvel argent. Là, ici, on parle d'investissement avec de nouvel argent en Ontario. Fait qu'ici, ce serait l'équivalent de dire, OK, on investit pour créer de nouveaux GMF et on utilise aussi la contractualisation dans le programme GMF pour avoir des cibles, puis en échange. Fait que c'est la stratégie qui se sont dotés. Okay. Ici, on a pris une stratégie différente qui est notamment le projet de loi ici en misant sur la rémunération. OK. Dernière chose, je crois, de ma part, oui. Vous avez mentionné que ce qu'on est en train de faire là peut mettre en péril la transformation déjà amorcée dans quelques régions. Pouvez-vous juste nous dire ce que ça veut dire, ça? Je n'étais pas certain de comprendre votre propos là-dessus. Dans le fond, c'est la méthode, c'est l'approche coercitive, finalement, qui vient miner sur le terrain vraiment le moral des troupes quand on veut, finalement, essayer d'aller mobiliser ces cliniciens-là à embarquer dans un nouveau projet. Puis il y a certaines régions, moi, je suis à Montréal, la situation est vraiment différente. On en a parlé un petit peu tantôt. Bon, c'est surchargé, mais il y a des régions qui étaient un petit peu ailleurs, des fois, qui étaient plus près, par exemple, de leurs 100% d'inscription, qui ont voulu s'organiser autrement. Ils ont fait même toutes sortes d'initiatives très innovantes, là, où sont allés chercher des partenaires intersectoriels avec des tables, les maires, les CIE. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer, pour attirer des médecins, et vraiment créer ces choses-là? Donc, et ça, bien, quand on arrive avec quelque chose comme ça qui va venir un petit peu faire table rase, va mettre tout le monde sur un mur à mur, puis on vient aussi tout rebrasser les cartes, le temps que ça va nous prendre à tout se réorganiser quand on pourrait finalement essayer de continuer à bâtir sur les acquis puis vraiment terminer le travail. C'est ce qu'on propose. Il faut s'assurer de la mobilisation des médecins et des autres professionnels. Il faut vraiment amener tous dans une mobilisation active dans nos travaux pour le rapport d'experts. On a fait un forum, il y avait énormément de gens, des citoyens, des associations professionnelles. On avait tous dit, on a des problèmes importants, il faut travailler ensemble. Puis il y avait vraiment une volonté de collaborer tous. Alors, on a l'impression qu'il faut garder ce momentum vers le positif puis aller chercher la force volontaire. Merci beaucoup, Mme Breton. Alors, je vais passer maintenant la parole au député de Rosemont pour 4 minutes, 8 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vais aller quand même rapidement parce que 4 minutes, vous allez voir, ça passe pas mal vite. J'essaie de comprendre d'où on est parti. Là, je recule en mai 22. Ça fait 3 ans. On avait adopté ici le projet de loi 11, que vous connaissez assurément, probablement même plus que moi. Vous avez peut-être plus fraîchement en mémoire que moi, là. Elle s'appelait la loi visant à augmenter l'offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre. Je me souviens d'avoir voté pour ça. Je me souviens d'avoir eu des discussions constructives, ouvertes avec la partie gouvernementale. Je trouvais que c'était une bonne idée, ça allait bien. Puis peut-être un peu naïvement, j'avais pensé que ça y est, on avait parti cette machine-là de l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité. Comment c'est tard, là, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Puis je me rends compte que finalement, non. Que sur le terrain, on s'est arrêté. Puis vous avez dit, Dr Boulanger, tantôt, il faut continuer, à une question du ministre, vous avez dit, il faut continuer d'inscrire. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté en si bon chemin? Puis en quoi 106? Mais, parce que 106, dans votre conclusion, vous dites clairement que ce n'est pas le bon outil. Là. Je pense que c'est écrit assez clairement à votre première conclusion ici. Là. J'essaie juste de voir comment ça se fait qu'on... À moins que je vous ai mal compris, là, ça se peut là, que... Comment c'est qu'on s'est arrêté en si bon chemin, vu que ça me semblait être bien parti, cette affaire-là?
Donc, en fait, quand je parle de compléter le travail, c'est de dire, de bien comprendre, OK, jusqu'où, pour se rendre à notre 100 d'inscription, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quoi la capacité, puis comment est-ce qu'il faut donc, bien comprendre les besoins, bien comprendre la capacité manquante. Actuellement, on la saisit, mais pas au 100 puis on n'a pas de plan pour être capable de bridger ce gap-là, si vous me pardonnez l'expression anglaise. Puis, donc, je pense que, pour répondre à votre question aussi, ça prend du temps à mettre ces affaires-là en place. C'est ça qui est compliqué. C'est que même changer les pratiques avec des gens là, qui travaillent tout le temps, là, je veux dire, il faut qu'on voit des patients. Là, fait que dans les cliniques, on n'est pas tout le temps à essayer de s'améliorer, à travailler ensemble. On voit des patients, changer les pratiques, c'est compliqué, c'est long, OK? Et ça prend du temps. Puis actuellement, l'autre enjeu, c'est qu'en GMF, on n'en a pas tant que ça, des professionnels. Là. C'est ça la réalité aussi. Nous, pour 16 médecins, on a 2 infirmières cliniciennes, une travailleuse sociale. C'est pas beaucoup, là. OK? Puis souvent, pendant 6 mois, il en manque un, et parce que, bon, il y a des processus de dotation dans les CIS et les CIUS qui sont complexes, etc. Donc, on vit avec ça tout le temps. Fait que c'est nous qui est le filet de sécurité à la fin. Fait que c'est pas parce qu'on veut pas. Hein. Nous, on l'a fait, un projet de collaboration interprofessionnelle à la clinique, puis ça a été... C'est difficile à maintenir aussi, puisqu'on n'a pas de capacité pour s'aider dans cette amélioration-là. Allez-y, Mme Breton, je vois que Il vous faut voulez souligner que le modèle GMF, on est parmi les plus avancés au Canada. C'est notre modèle de base qui est interdisciplinaire. On a le travailleur social qui est dans l'équipe de base, le pharmacien. Puis l'Ontario a plusieurs modèles, mais on est vraiment le modèle prédominant. Il y a beaucoup de provinces que l'interprofessionnel, l'infirmière, a commencé à arriver. Là. Nous, ça fait 20 ans, c'est une base solide. Puis je pense qu'il faut continuer dans cette allée-là, justement, rehausser les postes, de s'assurer qu'ils soient là, de s'assurer que les équipes aient de l'accompagnement, du soutien à la pratique réflexive, qu'il y ait des données. On est tous d'accord, les cliniciens veulent des données. Moi, à titre comme chercheur sur une base volontaire, il y a 130 cliniques médicales au Québec. C'est plus de 1000 médecins qui se sont inscrits à participer à mes projets pour avoir de l'accompagnement pour s'améliorer, parce que je leur redonne. Je suis certaine qu'il y a un engouement pour la recherche, mais je ne pense pas que c'est la recherche qui fait que leur participation, c'est parce que j'assure la confidentialité, je leur redonne leurs résultats, et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'accompagnement, et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Il y a un engouement sur une base volontaire à participer. Ils veulent des données, ils veulent être accompagnés. Là, je pense que si on a à investir, moi, je travaillerais davantage comment on peut soutenir ces milieux, les GMF, notre programme GMF, à s'améliorer, à travailler les trajectoires de soins, à améliorer leur pertinence, à travailler aussi avec les patients, d'éduquer les patients quand aller, où aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut travailler en parallèle de la rémunération des médecins pour améliorer les soins primaires au Québec. Merci. Alors, je tiens à vous remercier, mesdames, pour votre participation et votre contribution à nos travaux. Alors, sur ce, je vais suspendre les travaux pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.